Merci d'écouter la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Les femmes du CNT à l'école de l'accord pour la paix et la réconciliation, elles s'approprient le contenu du document afin de jouer un rôle plus actif dans le processus. Les acteurs de la santé se mobilisent pour la gestion des subventions du Fonds mondial dédié à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Ils viennent de boucler une formation dont le but était de mieux maîtriser les procédures. À Gao, la glace se vend au prix d'or. Un morceau coûte entre 500 et 1000 francs CFA. Les vendeurs ont le sourire large, les consommateurs crient au désespoir. C'est le grand format de cette édition. Plus de 400 migrants ont perdu la vie en 3 mois en tentant d'atteindre l'Europe. Le chiffre macabre est révélé par l'Organisation internationale pour la migration. Sport football fait hier des matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions. En basketball, l'actualité reste dominée par la 7e journée du championnat national. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Les femmes du Conseil national de transition s'informent davantage sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est à la faveur d'une conférence portant sur le thème 2023 de la Journée internationale de la femme, à savoir femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La rencontre débat également de la résolution 1325 de l'ONU. D'abord, Awa Ditma Kamara, dites-nous combien de femmes siègent au Conseil national de transition. Le Conseil national de transition compte 42 femmes sur 147, soit 28,58% de l'effectif. Une avancée dans leur combat pour l'égalité. Les femmes du CNT ont décidé de débattre du thème de la Journée internationale des droits de la femme, un thème relatif à leur rôle dans le processus de paix et la réconciliation nationale. Nanaïcha Sissé, porte-parole des femmes du CNT. Contribuer au renforcement de la sécurité, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. De mieux nous impliquer pour jouer pleinement notre partition en tant qu'actrice de développement, citoyenne préoccupée du devenir de la nation, mais aussi en tant que mère, épouse, sœur et fille. Actrices incontournables dans la réussite de la transition, les femmes du CNT s'engagent à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans le processus de refondation du Mali. D'ores et déjà, elles saluent les actions concrètes posées par les autorités au plus haut niveau. Diarra Rakitala, 5e vice-présidente du CNT. Cette lutte est une lutte historique qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans le contexte actuel, nous saluons le courage de toutes les femmes du Mali. Mention spéciale a été faite au président de l'organe législatif, le colonel Malik Diaw, pour ses efforts inlassables en faveur de la promotion et la protection des droits des femmes. Outre les femmes du CNT, cette conférence débat a mobilisé des partenaires et autres experts du domaine. Les échanges devront aboutir à des propositions concrètes visant l'émergence de la femme malienne. Oui, Awa Ditma Kamara, l'émergence de la femme malienne passe aussi par une bonne santé. Les acteurs du domaine viennent de boucler une formation sur la mobilisation et la gestion du Fonds mondial. Ce fonds, faut-il les rappeler, intervient dans la lutte contre certaines maladies telles que le sida, le paludisme et la tuberculose. Cette formation qui vient donc de s'achever visait un objectif précis, selon notre reporter Koumba Sissé. C'est pour trouver des solutions aux difficultés qui existent dans la gestion des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose que les acteurs de la santé et leurs partenaires se sont concertés pendant 2 jours. À l'issue des travaux, plusieurs propositions visant à améliorer la confiance entre les 2 parties ont été faites. Elles concernent entre autres les procédures de décaissement et de justification du Fonds mondial. Dr Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Il y a une méconnaissance de certaines procédures qui passent forcément par la formation des acteurs au niveau opérationnel. Donc il a été recommandé véritablement de former les acteurs pour que nous puissions le restant du fonds qui sont à disposition pour avant la clôture de la 3e subvention puisse être utilisé à bon escient et au bénéfice de la population. Aussi, il y a certains goulots d'étranglement par rapport à la conduite de certaines activités opérationnelles.
Au cours des échanges, il a été retenu de mettre en tout cas la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique au cœur des interventions. Au dire des autorités de la santé, la nouvelle planification en cours d'élaboration pour la mobilisation du nouveau fonds tiendra en compte ces recommandations afin que le Mali puisse honorer son engagement dans la lutte contre ces 3 maladies. Dr Abdoulaye Guindo, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Nous allons créer un cadre en tout cas de collaboration entre les différents intervenants qui vont se réunir de façon périodique pour le suivi en tout cas de ces subventions. L'équité en matière d'accès des services de santé, l'équité en matière bien entendu de sexe, pour dire encore une fois que le genre sera pris en compte bien entendu. Cet atelier a été organisé par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique avec l'appui financier de l'ONU-SIDA. À Sikasso, l'heure est à la validation du rapport régional d'évaluation annuelle des performances des communes bénéficiaires du projet PEDRIAS, un projet qui intervient dans le cadre de l'amélioration des services sociaux de base offerts à la population. Le projet couvre les régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni, en ligne de Sikasso, Yourou-Bala Diabaté. L'objectif de cet atelier est de valider les résultats des évaluations des communes bénéficiaires du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDRIAS des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Il s'agit pour les participants de faire le point sur les critères de performance des axes d'intervention du projet. Mahamadou Amada Maïga, directeur régional de la planification, de la statistique, de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population. Il y a 5 critères minima qui ont été définis obligatoires, notamment par exemple la disponibilité d'abord d'un document de PDSEC par exemple. Ça fait partie des critères minima. Et les critères de performance, si je prends un exemple, le critère de gouvernance, notamment la tenue des sessions, qui est vraiment obligatoire. Donc il s'agit de 5 critères minima et de 9 critères de performance. Oumar Dambélé, maire de la commune urbaine de Koutiala. Bon, avec l'arrivée du projet, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'évaluation et la validation de ce qui se passe au niveau de ce projet. Bon, il y a eu beaucoup de formations au niveau de la collectivité. Ça, c'est en termes de gouvernance. Et en termes de développement aussi, il y a eu beaucoup de projets aussi qui ont été réalisés au niveau des communes. Cette session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD regroupe les préfets, les présidents de conseils de cercle, les maires des 12 communes bénéficiaires et les services techniques. Kanté Marie-Claire Damélé, gouverneur de la région de Sikasso. J'exhorte chacun et chacune à s'investir et sans réserve au cours de cette session pour assurer un examen minutieux et sans complaisance des résultats des différentes évaluations. Et je reste persuadée que cette étape est très cruciale dans le reste du processus et permettra sans nul doute à nos communes de bénéficier d'un appui conséquent en vue d'améliorer la fourniture de services à nos populations. Il faut rappeler que le PEDRIAS et la riposte locale au Covid-19 est un projet multi-bailleur financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération suisse et l'ambassade des Pays-Bas pour une durée de 5 ans. Sikasso, Yourou-Bala Diabaté et Amadou Dolo pour l'ORTM. Dans la Venise malienne, la Direction nationale des productions et industries animales forme les producteurs de lait et de viande des régions de Douenzan et de Mopti. Les participants apprennent les techniques de fauchage et de conservation des fourrages naturels. Le but de la formation est d'améliorer la production animale et les revenus des acteurs du domaine. De Mopti, une correspondance de Boubacar Sankaré. Pendant 4 jours, 40 producteurs de lait et de viande des cercles de Youarou, Tenenkou, Douanza et Djéné ont été formés sur la vulgarisation de la fauche et la conservation des fourrages naturels. Ainsi, ils se sont familiarisés avec les modules suivants: l'ensilage, la fenaison et la construction de type APS. Boubacar Touré, éleveur Douanza. On a appris qu'il y a 2 façons de couper les foins: l'ensilage et fenaison. L'ensilage, c'est conservation des fourrages naturels dans les silos. Fenaison, c'est le séchage d'herbes dans une seule journée ou 2 jours. Siré Traoré, productrice de lait Tenenkou. Nous avons appris au cours de cette formation la technique des fauches de fourrage vert
la technique de séchage et la technique de l'ensilage. Cette formation initiée par la Direction nationale des productions et des industries animales bénéficie de l'appui financier du PDEPS, projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel. Bamba Keita, représentant du projet PDEPS. Nous avons apprécié le travail qui a été fait. Nous sommes convaincus que le financement que nous avons mis à la disposition de la Direction nationale des productions et industries animales est un financement qui est allé au bon endroit. Draman Tougola, directeur national adjoint de la DERPIA. Dans les différentes zones agroécologiques du Mali, la saison sèche constitue une inquiétude pour les producteurs de lait et de viande dans nos systèmes d'élevage. Une des solutions à ce problème récurrent est la constitution de réserves fourragères pour cette période de soudure. Et le directeur national de la DERPIA de rassurer que les bénéficiaires seront bientôt dotés d'équipements pour la réalisation de silos et de granges de conservation de fourrage naturel. Mopti Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsougué pour l'ORTM. Sur la scène internationale, plus de 400 migrants ont perdu la vie en tentant d'atteindre l'Europe entre janvier et mars 2023. L'annonce a été faite hier par l'Organisation internationale pour la migration. L'OIM estime que ce chiffre est bien en deçà de la réalité. De 2014 à aujourd'hui, elle compte plus de 26 000 disparus dans la Méditerranée. Nous restons dans le même registre. En Tunisie, la police disperse une centaine de demandeurs d'asile et de migrants africains qui campaient devant le siège du Haut Commissariat aux réfugiés à Tunis. Ils cherchent pour la plupart à être évacués vers des pays tiers. Mais le HCR a précisé avoir stoppé toutes les activités d'enregistrement et de préenregistrement jusqu'au 17 avril 2023 en raison d'une migration du système d'enregistrement et d'identité. Au Gabon, des assises nationales pour combattre la vie chère, le Premier ministre Alain Claude Bilibé a ouvert hier les travaux en présence des opérateurs économiques, des associations de consommateurs et des syndicats des importateurs. La rencontre a pour but de trouver des solutions afin de baisser les coûts du panier de la ménagère. La nourriture, le transport, le logement, tout coûte cher au Gabon, a reconnu le Premier ministre qui invite les participants en ces termes. Ne faites pas la théorie, soyez pratique. L'équation semble difficile puisque 90% des produits consommés au Gabon sont importés. Enfin, l'émir d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, était hier au Caire en Égypte pour une visite officielle. Il a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Au milieu de leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale et l'engagement à promouvoir la stabilité dans les pays arabes. Retour au Mali. Savez-vous qu'à Gao, les morceaux de glace sont cédés entre 500 et 1000 francs CFA? Eh bien, c'est une réalité que vivent en cette période de Ramadan les habitants de la cité des Askia. Si les vendeurs de glace se frottent bien les mains, les consommateurs crient au désespoir. Pour comprendre cette hausse vertigineuse du produit, Rakiatou Touré est allé à la rencontre des vendeurs et consommateurs de la glace. C'est le grand format de cette édition. Suivons. La glace est l'une des denrées les plus convoitées par les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Elle permet d'étancher la soif après une journée excessivement chaude, pendant laquelle on s'abstient de manger et de boire. Les jeûneurs ont donc besoin de boire du frais au moment de la rupture. La glace demeure indispensable à la préparation de certains jus traditionnels. Saouda Touré, consommatrice. En ce mois béni de Ramadan, tout ce qu'on utilise pratiquement pour la rupture, comme les bissap, les ramis, ce qu'on appelle dans notre jargon le banihari, tout a besoin de la glace. C'est pourquoi, entre 16h et 18h, les consommateurs de la cité des Askia, glacières ou sachets à la main, arpentent les rues à la recherche du précieux sésame vendu à prix d'or. Malgré cela, il y a toujours de l'engouement devant les points de vente, visibles sur toutes les grandes artères. Ladji Bakari Keita, consommateur. Avant, les morceaux de glace étaient vendus à 50 ou 100 francs. Au début du Ramadan, on l'achetait à 200, mais maintenant c'est à 500 ou 1000 francs. Mais on l'achetait malgré tout. Il y a des moments où on n'en trouve même pas. Une situation qui profite à certains vendeurs qui imposent leur dictat. Le client qui n'a d'autre choix est obligé d'acheter un autre produit pour avoir le morceau de glace, comme le témoigne ce client. Ibrahim. Si on n'achète pas du jus ou du lait, on ne nous vend pas de la glace. Pour avoir 3000 francs de glace,
j'ai d'abord payé 500 francs de lait. Les vendeurs qui se frottent bien les mains ne manquent pas d'arguments pour justifier cette hausse vertigineuse de l'eau congelée. Aminata Alassane, vendeuse. La cherté de la glace ne dépend pas de nous car nous avons aussi des difficultés. On se réveille à 4 heures du matin pour mettre de l'eau dans les frigos chez les propriétaires de générateurs. De là-bas à nos lieux de vente, le transport nous coûte 3 000 à 4 000 francs CFA. Si certains commerçants s'en sortent bien, d'autres par contre restent sans gagne-pain durant cette période, témoigne Safiatou, qui a comme activité principale la vente de ce liquide solidifié. Présentement, je ne vends pas de glace à cause de la coupure d'électricité. Avant, c'était avec les revenus de mon commerce que je prépare des plats à mes proches pendant le ramadan, sans rien demander à mon mari. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Dans la cité des Askia, force est de constater aujourd'hui que la vente de la glace est devenue une activité florissante. La cherté du bloc de glace pendant ce mois béni du Ramadan permet aux vendeurs de tirer leur épingle du jeu malgré le désarroi de certains consommateurs. Gao, Ragiatou Touré et Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Sport football en Europe, les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions ont pris fin hier au Mali. L'actualité reste dominée par la 7e journée du championnat national de basketball. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Nous commençons cette page de sport avec le championnat national de Ligue 1. La 14e journée est en cours, notamment avec l'opposition au stade Diarra H de Koulikoro cet après-midi, stade malien de Bamako et l'AS Real de Bamako à partir de 16h. Demain vendredi, au stade Moussa Diakité de Bougouni, il y aura El Seba COB. La journée prendra fin dimanche avec 11 cratères Nyarela, AS Police au stade Diarra H de Koulikoro. Déjà, quelques résultats ont été enregistrés. L'USFAS a battu Black Star de Badalabougou par 3 buts à 0. Yellow Olympique perd par le minimum d'un but à 0 devant AS Bakar Djan de Baraouli. C'est par ce même score d'un but à 0 que AFE l'emporte devant USC Kita. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre de l'UBAC Binga FC. L'US Bougouni gagne par 2 buts à 0 devant l'ASCO. En dames, il est question de la 3e journée du Caridas du championnat national de football féminin. L'AS Mandé sera opposé au Super Lion d'Amdelay et l'USFAS en découdra avec l'AS Real de Bamako. Après 2 journées disputées, l'AS Mandé et la Super Lion sont en tête avec 4 points. L'USFAS est 3e avec 2 points et l'AS Real de Bamako ferme la marche avec 0 points. Handball, le Mali abritera du 19 au 23 avril prochain le Challenge Trophée des moins de 20 ans et des moins de 18 ans féminins. Cette compétition internationale est réservée aux juniors et aux cadettes. Elle se jouera au Palais des Sports Salamatou Maïga et dans la salle Mohamed Haïdara du 26 mars de Irimadjo. La bonne organisation d'une part et une bonne prestation, tels sont les objectifs du Mali. Les enjeux de Challenge Trophy avec Adama Traoré. La compétition regroupera 9 pays. Il s'agit des nôtres, de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, du Maroc, du Cap-Vert et du Sénégal. Pour gagner les paris de l'organisation, la Fédération malienne de handball a tenu un point de presse en ce sens. Commissaire lieutenant-colonel Mohamed Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. On veut une bonne participation. On veut au moins une médaille ici aussi. Du moment qu'à l'extérieur, on a pu décrocher. Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali. Il faut que je l'encourage pour qu'il aille de l'avant. Et je pense qu'il va aller de l'avant parce qu'il a l'amour et la passion de sa discipline. Pendant une semaine, notre capitale va vibrer au rythme du handball de la zone D réservée aux catégories junior et cadette. Modibo Nama Traoré, président de la commission d'organisation. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de relancer cette discipline dans un pays qui ne jure que par le basketball et le football. Cette échéance internationale de handball a pour objectif la relance de la culture de la discipline dans notre pays. Basketball à présent, la 7e journée du championnat national démarre demain. Il y aura 4 matchs, dont 2 en dames et autant chez les hommes.
En dames, l'USFAS affrontera Calaban Sport Club. L'AS Commune 6 sera opposé au Djoliba AC. En ce qui concerne les hommes, l'USFAS sera aux prises avec Atra Club de Kidal. L'AS Mandé jouera contre le Djoliba AC. Cette 7e journée prendra fin samedi avec les oppositions Stade Malien de Bamako, Centre de formation Salamatou Maïga d'Ekaï, AS Police AS Real de Bamako. En Europe, les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions ont pris fin hier. Le duel entre les Italiens de Milan AC et Naples a tourné à l'avantage du Milan AC qui gagne par le minimum d'1-0. L'une de ces deux équipes pourrait même affronter l'Inter Milan si les interistes parviennent à éliminer le Benfica. En Espagne, Chelsea en déplacement à Madrid a été battu 2-0 par le Real Madrid. Les matchs de retour sont prévus pour la semaine prochaine. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur une discipline d'origine allemande. C'est le handball. Une partie de handball se dispute avec 7 joueurs de part et d'autre. Chaque joueur a un rôle précis. Isaac Tienou s'intéresse au positionnement de joueurs sur un terrain de handball. 40 mètres de long, 20 mètres de large, un terrain de handball offre suffisamment d'espace pour que 2 équipes de 7 joueurs s'opposent pendant 60 minutes. La composition d'une équipe est précise. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Un gardien de but, un demi-centre, 2 arrières, 2 ailiers, un ailier droit et un ailier gauche et un pivot. Le handball est un sport où les 2 équipes peuvent aller et revenir dans chaque zone de jeu. On parle d'espace interpénétré. La répartition des joueurs sur le terrain n'est pourtant pas un hasard, loin de là. Elle définit des postes qui ont chacun des caractéristiques bien particulières. Amadou Maïga explique. Le gardien de but a pour rôle d'empêcher les tirs adverses d'entrer dans ses buts, de faire une relance rapide, la contre-attaque, et enfin de diriger sa défense. Le demi-centre est l'organisateur du jeu. Il en est le chef d'orchestre qui distribue les balles, commande les schémas tactiques de l'équipe. Les ailiers ont pour rôle, en attaque, d'occuper les ailes. Le pivot, c'est un joueur qui a pour rôle de jouer à l'intérieur de la défense adverse afin de les perturber et créer des espaces pour ses partenaires. Pour les personnes qui regardent un match pour la première fois, l'organisation des joueurs sur le terrain peut toutefois sembler désordonnée. Généralement, le gaucher à droite et le droitier à gauche. Afin de permettre la pénétration, ils écartent le jeu afin d'étirer la défense adverse. Les arrières, là aussi nous avons arrière droit et arrière gauche, comme chez les ailiers, arrière droit gaucher et arrière gauche droitier. Généralement, ce sont les artificiers de l'équipe. Du pivot peut changer selon le schéma tactique. Au final, que vous soyez petit, grand, ou fort ou mince, il y aura toujours une place pour vous sur un terrain de handball, à condition de maîtriser les règles de jeu. Cette page sportive met un terme à cette édition que vous pouvez retrouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui assure la mise en ligne. La mise en onde de cette édition est assurée par Bintou Traoré et réalisation d'Oussé Baba Diarra sous la coordination d'Ousmane Dao. C'était au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. Vous retrouverez Chakmar Sangaré. Passez d'excellents moments à notre compagnie.